C'est vendredi soir, on est à ce dîner entre amis qui est juste parfait. Le fameux dîner idéal. Ouais, voilà. L'ambiance est chaleureuse, les plats tournent autour de la table, les éclats de rire s'enchaînent. Enfin bref, on est vraiment tous connectés les uns aux autres. Et puis soudain, presque sans qu'on se rende compte, un écran s'allume. Ah oui, le grand classique. C'est ça, une personne vient de sortir son téléphone de sa poche, et là, en une fraction de seconde, son visage est éclairé par cette lueur bleutée caractéristique. Le contact visuel est rompu, la personne n'est physiquement plus là, son esprit est carrément aspiré ailleurs. Et le silence s'installe. Exactement, un petit silence très bref. Et là, par un effet de mimétisme assez fascinant, d'autres personnes autour de la table plongent la main dans leur poche pour faire exactement la même chose. C'est un vrai domino. Un domino, oui. Et en quelques minutes, l'intimité du repas est fracturée en plein de petites bulles solitaires. C'est une scène qu'on a tous vécue, non? Oh que oui, constamment même. Mais c'est fou quand on y pense. Jusqu'à présent, dans notre exploration, on a beaucoup parlé de la construction de notre propre forteresse d'attention, tu vois, de la façon dont on gère nos propres failles internes. Mais là, on doit décortiquer un peu cette scène précise, parce qu'elle soulève un tout autre problème. Oui, parce que là, le danger vient de l'extérieur, de nos proches. C'est exactement ça. On peut barricader sa propre concentration autant qu'on veut, mais comment on fait quand le piratage de notre attention vient de nos propres amis, en plein milieu d'une interaction sociale? C'est une dynamique qui est redoutable en fait. Et pour la comprendre, il faut s'écarter un peu de la notion de volonté individuelle. Il faut plutôt observer les choses sous le prisme de la biologie évolutive. Ce qui se joue à cette table de dîner, c'est un phénomène psychologique très puissant. Un phénomène qu'on appelle la contagion sociale, c'est bien ça? Tout à fait. L'être humain a survécu dans la savane, pas grâce à sa force physique, mais grâce à sa capacité à évoluer en tribu, à observer et à synchroniser son comportement avec ses pairs. Ah ouais, donc si un membre du groupe regardait soudainement vers les buissons, Tout le monde regardait vers les buissons, c'est ça. une question de survie pure et simple, quoi. Voilà. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, nos cerveaux sont toujours câblés avec ce même logiciel de survie. Donc quand une personne sort son téléphone à table, elle envoie un signal fort au reste du groupe. Un déclencheur externe massif. Exactement. Un déclencheur qui communique implicitement « Hé les gars, il se passe quelque chose de plus important ailleurs ». Du coup, notre cerveau social s'active, l'anxiété de rater une information monte en flèche, et on imite le geste. C'est fou de se dire que les distractions sont littéralement contagieuses. Comme un virus. Totalement contagieuse. Au même titre que les études qui démontrent que le bâillement, l'alimentation ou même le tabagisme sont massivement influencés par notre cercle immédiat. D'ailleurs, en parlant de tabagisme, il y a un parallèle historique assez incroyable là-dessus. Oui, le parallèle est frappant. Quand on regarde les vieux films des années 60 ou 70, ou même les statistiques de l'époque, en 1965, près de la moitié des adultes américains fumaient. C'était partout. Dans les restaurants, les avions, même les hôpitaux. Même les hôpitaux, oui. Et quand quelqu'un sortait un briquet au milieu d'un dîner, c'était le déclencheur ultime pour que 3 autres personnes allument leur cigarette dans la minute qui suivait. C'est le même mécanisme pavlovien qu'avec nos écrans aujourd'hui, non ? C'est rigoureusement le même. L'étincelle de l'un déclenche le réflexe des autres. Sauf que, si on regarde les chiffres aujourd'hui, le tabagisme est tombé autour de 12%. La norme a complètement basculé. Et c'est là que ça devient vraiment super intéressant, parce que beaucoup de gens attribuent cette chute du tabagisme uniquement à la législation, aux lois qui interdisent de fumer dans les lieux publics clos. Et c'est une erreur d'analyse très courante, parce que la loi ne s'applique pas du tout dans la sphère privée. Rien n'interdit légalement à qui que ce soit d'allumer une cigarette dans son propre salon pendant un repas. C'est vrai ça. Et pourtant, plus personne ne le fait sans demander l'autorisation ou sans proposer d'aller sur le balcon. Voilà. Et l'essayiste Paul Graham a modélisé ce phénomène d'une façon très intéressante. Il appelle ça les anticorps sociaux. Il explique que la société fonctionne comme un immense organisme vivant. Un système immunitaire géant, en quelque sorte. C'est l'idée. Lorsqu'un nouveau comportement nocif apparaît et se répand, la société finit par sécréter des défenses immunitaires collectives. Le but, c'est de l'isoler et de le rejeter. Le comportement perd son côté glamour pour devenir socialement inacceptable, voire carrément tabou. D'accord. Alors, l'idée d'un système immunitaire social est très séduisante sur le papier. Mais j'ai envie d'être un peu cynique une seconde. Vas-y, je t'écoute. La cigarette, elle a fini par comprendre que ça détruisait littéralement les poumons de notre entourage, avec le tabagisme passif. Donc, l'enjeu était vital. Bien sûr, le danger physique était indiscutable. Ouais, mais un ami qui scrolle sur Instagram pendant le plateau de fromage, au pire, il attrape un torticolis et il plombe vaguement l'ambiance.
Est-ce qu'on peut vraiment justifier la création d'un tabou aussi puissant pour un truc qui n'est, au fond, qu'un manque de politesse? C'est une excellente objection. Le danger physique est nul, on est d'accord. Mais le danger psychologique et social, lui, il est immense. Ah ouais, à ce point-là? Création de la confiance et de l'empathie. Ce qu'on appelle le phubbing, ce mot valise qui mélange phone et snobbing, le fait de snobber quelqu'un avec son téléphone, ça agit comme un poison lent sur nos relations. Un poison lent? C'est fort comme terme. Mais c'est la réalité. Des études ont prouvé que la simple présence d'un téléphone posé sur une table, même retourné face contre table, ça diminue la qualité perçue de la conversation. Et ça fait baisser le niveau de confiance entre les interlocuteurs. Juste parce qu'il est posé là? Sans même qu'il s'allume? Juste parce qu'il est posé là. Parce que le cerveau sait que l'interruption est potentiellement imminente. Le rejet social que constitue le phubbing, ça active en fait les mêmes zones de la douleur dans le cerveau que la douleur physique. Ah ouais, la douleur physique quand même. C'est pas rien. Donc tu vois, l'anticorps social n'est pas là pour prévenir un cancer des poumons, il est là pour prévenir la désintégration silencieuse de nos liens sociaux les plus précieux. Bon, alors, avoir des anticorps sociaux à l'échelle d'une culture tout entière, c'est rassurant. Mais ramenons ça à la réalité du terrain, à l'échelle d'une table de 4 le samedi soir. Oui, dans la vraie vie, c'est souvent plus délicat. Bah oui, parce qu'agir comme un anticorps à table, ça demande un certain courage. Mon premier instinct face à quelqu'un qui me télésnobe pendant que je lui parle, c'est carrément la passivité agressive. Je vois très bien le genre de réaction. Bah soit je me tais ostensiblement, en le fixant avec insistance jusqu'à ce qu'il lève la tête, soit je fais une petite blague bien sarcastique, du genre «Oh, je te dérange pas, sympa ta discussion sur WhatsApp». Mais au fond de moi, je sais pertinemment que c'est une stratégie catastrophique. C'est effectivement la pire approche possible, parce que ça déclenche immédiatement ce qu'on appelle un détournement de l'amygdale chez l'autre personne. Un détournement de l'amygdale, ça a l'air sérieux. Salé, le sarcasme ou le silence réprobateur sont perçus par le cerveau reptilien comme des attaques frontales. Face à l'humiliation, l'ego ne cherche qu'une seule chose, c'est se défendre. Et donc la personne va se braquer direct. Exactement. Elle va se justifier agressivement ou se fermer complètement. La communication est morte et l'ambiance de la soirée est définitivement ruinée. Le défi, c'est donc d'agir comme un anticorps social, mais bienveillant. Donc le but n'est pas de le punir ou de lui montrer qu'on a raison. Non, l'objectif, c'est de stopper la contagion sociale, de ramener l'attention de la personne vers le groupe, mais sans qu'elle perde la face devant tout le monde. Alors, comment on désamorce ça concrètement? Il faut bien lui signaler le problème sans pour autant marcher sur des œufs. Eh bien, il y a une formulation diplomatique très précise qui a été conçue exactement pour ce scénario. Elle fonctionne comme un miroir, inoffensif en fait. Ah, je suis tout oui. C'est quoi la phrase magique? Il s'agit d'attendre un moment de silence, de regarder la personne et de lui dire très calmement « Je vois que tu es sur ton téléphone, tout va bien. Attends, c'est tout? Je vois que tu es sur ton téléphone, tout va bien? » C'est tout. Mais ça a l'air presque trop simple, voire un peu naïf, non? On rajoute pas un petit truc du genre parce que ça fait 10 minutes que tu nous ignores? Surtout pas. C'est justement cette apparente naïveté qui fait toute sa force redoutable. Décortiquons un peu la mécanique psychologique derrière cette simple phrase. Vas-y, je t'écoute. La première partie, je vois que tu es sur ton téléphone. C'est un constat factuel, totalement dénué de tout jugement moral. Tu n'interprètes pas son action, tu constates. D'accord, c'est juste un fait irréfutable. Pas de place pour le débat. Voilà. Et la seconde partie, tout va bien, c'est l'élément de génie. Ça démontre une empathie radicale de ta part. Tu prends formellement en considération l'hypothèse qu'il y a une urgence réelle. Ah, je vois le truc. On lui offre une porte de sortie, en fait. Exactement. Peut-être que la babysitter appelle pour un problème. Peut-être qu'il y a une crise au travail ou dans sa famille. Tu lui accordes le bénéfice du doute total. Et en formulant cette question, tu offres à la personne un choix binaire, avec 2 portes de sortie tout à fait honorables. Donc, en gros, soit il y a vraiment le feu quelque part, soit il n'y a rien du tout. Précisément. L'option 1, il y a une urgence légitime. La personne va immédiatement s'excuser, expliquer la situation en une phrase et idéalement se lever pour aller traiter son problème dans une autre pièce. Et là, c'est sain, c'est clair, et ça n'impose pas son stress au reste de la table. C'est ça. Mais on a l'option 2, qui représente environ 99% des cas dans la vraie vie. Il n'y a aucune urgence. C'était juste un réflexe pavlovien face à une notification inutile. Ou juste un petit blanc dans la conversation et paf le réflexe de scroller. Voilà. Et face à cette question posée avec sollicitude, la personne réalise soudainement l'incongruité de son comportement.
sans se sentir attaqué le moins du monde. C'est brillant, le sortilège est brisé. J'imagine qu'il marmonne un truc du genre « Oh, pardon, non, rien d'important » et hop, le téléphone disparaît dans la poche. Le téléphone disparaît et surtout la contagion est stoppée net. En tant qu'anticorps social, tu viens de redéfinir la norme de la soirée pour tout le monde à table. C'est génial parce que les autres autour, qui auraient peut-être été tentés de faire pareil, ils ont reçu le message. Un message très clair mais subtil. L'attention est valorisée ici et l'évasion numérique, elle est remarquée. Bon, donc on a une solution pour désamorcer un humain, avec cette phrase magique. Ça, c'est très rassurant pour le prochain dîner. Mais ça m'amène à une autre réflexion, parce que l'humain n'est pas le seul vecteur de contagion. Tu penses à quoi d'autre? Que se passe-t-il quand l'environnement lui-même est l'élément perturbateur? On ne peut pas demander à un mur si tout va bien. Je pense à ces bars ou ces restaurants qui font le choix de tapisser littéralement leurs murs de télévision. Ah oui, avec les chaînes d'information en continu ou les matchs de sport. Exactement. On s'assoit pour discuter avec un ami, on fait vraiment de notre mieux pour rester concentré sur lui, mais c'est une lutte de chaque instant, hein. L'œil est irrémédiablement attiré. C'est un environnement épuisant. Totalement épuisant. On finit par hacher nos phrases, par faire des pauses super étranges en plein milieu d'une idée pour regarder le ralenti d'un but ou lire un bandeau rouge clignotant en bas de l'écran. C'est normal. C'est parce que ces environnements sont extrêmement hostiles pour l'attention humaine. Ils exploitent des failles situées très très bas dans notre développement cérébral. Comment ça? C'est notre instinct de survie qui prend le dessus, encore une fois? En gros, oui, notre cortex visuel est biologiquement programmé pour détecter immédiatement le mouvement et les changements brusques de contraste ou des luminosités. Dans la nature, un mouvement soudain en périphérie de notre champ de vision, c'est potentiellement un prédateur. Donc une question de vie ou de morte, quoi. Voilà. Donc quand un écran de fond diffuse des séquences rapides, des flashs ou des couleurs vives, il est biologiquement impossible pour le cerveau de ne pas y prêter attention, ne serait-ce qu'une fraction de seconde. Notre cerveau évalue constamment si cet écran plat représente une menace, en fait. C'est exactement ça, il surveille le prédateur numérique. Et le coût cognitif est immense, car tu demandes à ton cortex préfrontal de fournir un effort d'inhibition massif et permanent pour rester focalisé sur la conversation, tout en luttant contre tes instincts primaires. Et c'est pour ça qu'on sort de ces discussions complètement vidées, sans avoir l'impression d'avoir vraiment échangé au final. La seule solution ici, c'est pas d'avoir de la volonté, c'est l'évitement pur et simple, j'imagine. Oui, il faut demander gentiment à changer de table pour tourner le dos aux écrans, ou simplement militer avec son porte-monnaie en choisissant des lieux qui refusent cette pollution visuelle. C'est clair. Mais allons encore plus loin. Il y a une situation beaucoup plus inattendue et franchement assez délicate à aborder parce qu'on touche à une norme sociale très très forte. Je sens qu'on va parler des enfants. L'interruption familiale, oui. L'histoire classique, on reçoit des amis adultes, l'un d'eux traverse une épreuve difficile et commence enfin à s'ouvrir. C'est le moment où les masques tombent. La conversation devient intime, profonde, vulnérable. Et l'écoute est totale. L'écoute est totale, ouais. Et soudain, bam, un enfant de 5 ans déboule dans le salon en réclamant un verre de jus de pomme ou un jouet. Boum! L'intimité vole en éclats instantanément. C'est le genre de moment qui casse absolument tout. Bah oui. Et je veux me faire l'avocat du diable ici parce qu'on se sent très vite coupable face à ça. L'instinct de parent, c'est de dire « Oh mon chéri, qu'est-ce qu'il y a ?» On a vite l'impression d'être des parents indignes ou des monstres d'égoïsme si on demande à un enfant de ne pas nous déranger à ce moment-là. C'est une réaction très naturelle. Surtout que notre société glorifie un modèle de disponibilité parentale absolue. Mais il est essentiel de préciser que l'amour inconditionnel pour les enfants n'est pas du tout remis en question dans cette analyse. Heureusement. Mais alors que se passe-t-il vraiment d'un point de vue cognitif quand ça arrive ? Si on observe la scène sous le prisme strict des neurosciences, il faut comprendre le concept du coût de changement, ou le switching cost du cerveau. Le fait de passer d'une tâche à l'autre. C'est ça. Le cerveau humain n'est pas un ordinateur multitâche où on peut basculer d'un onglet à l'autre instantanément. Lorsqu'on s'engage dans une conversation profondément vulnérable, tout notre système cognitif se synchronise avec notre interlocuteur. Nos ondes cérébrales, notre rythme cardiaque. Oui, tout ça crée un espace de sécurité émotionnelle. C'est un état de haute concentration qui demande énormément de temps pour être atteint. Et donc, quand l'enfant entre dans la pièce, on passe de la gestion d'une émotion super complexe à la logistique pure et dure, le fameux jus de pomme. Exactement. Le basculement contextuel est super violent. Tu passes d'un espace d'empathie profonde à la gestion immédiate d'un besoin logistique infantile. Et le vrai drame cognitif, il se joue après le départ de l'enfant.
quand on essaye de reprendre la discussion là où on l'avait laissée. Voilà. Quand tu te retournes vers ton ami, tu peux pas simplement appuyer sur un bouton play pour reprendre la vulnérabilité exactement là où elle s'était arrêtée. Des études très sérieuses montrent qu'il faut parfois jusqu'à 23 minutes pour retrouver un niveau de concentration optimal après une interruption. 23 minutes, mais c'est énorme. Surtout que pour la vulnérabilité émotionnelle, le temps de latence est souvent infini, non? La fenêtre d'opportunité se referme tout simplement. Souvent, oui. L'ami a eu le temps de remettre son armure psychologique en place, l'énergie si particulière de l'instant s'est dissipée, et la connexion profonde est perdue. C'est terrifiant quand on y pense avec cette perspective. On sacrifie littéralement la profondeur de nos amitiés sur l'autel d'un verre de jus de pomme ou d'un doudou perdu. Alors, comment on gère cette réalité sans pour autant négliger sa propre famille? Il y a une règle de gestion de l'environnement qui est parfois instaurée par des groupes d'amis, une forme de quarantaine préventive. Ah, une quarantaine carrément. Et comment ça s'organise concrètement? Pour la rencontre suivante, on prépare absolument tout en amont. Les snacks, les jeux, un film, dans une pièce dédiée. Et on annonce une règle stricte et assumée aux enfants, souvent avec un peu d'humour pour faire passer le message. Du genre, on ne nous dérange sous aucun prétexte, à moins que quelqu'un ne saigne abondamment. C'est exactement ça l'esprit. Et cette règle de la quarantaine est un vrai modèle d'hygiène sociale. Paradoxalement, c'est extrêmement sain pour tout le monde dans la maison. Même pour les enfants, hein. J'aurais peur qu'ils le vivent mal. Surtout pour eux, en fait. D'abord, du côté des adultes, ça préserve un espace vital pour nourrir ses propres relations de pair. Un parent qui maintient des amitiés solides et profondes est un individu plus équilibré sur le plan de la santé mentale, ce qui fait inévitablement de lui un meilleur parent au quotidien. C'est l'analogie du masque à oxygène dans l'avion. Faut s'aider soi-même avant d'aider les autres. Et du côté des enfants alors, qu'est-ce qu'ils en retirent? C'est une leçon d'éducation fondamentale sur la gestion des limites et la valeur du temps. En observant leurs parents protéger avec rigueur leur espace de discussion intime, les enfants apprennent que l'attention est une ressource finie et précieuse. Ils intègrent l'idée qu'ils ne sont pas le centre perpétuel de l'univers en fait. Voilà. Ils comprennent qu'il existe des sphères exclusives aux adultes et que la gestion de la frustration, liée à un besoin non urgent, c'est une compétence de vie essentielle. C'est une éducation par l'exemple sur la notion de frontière et de respect de l'autre. Au final, qu'il s'agisse du téléphone glissé négligemment sur la table à manger, de ces téléviseurs qui clignotent dans notre vision périphérique, ou de l'incapacité à délimiter un espace protégé face aux interruptions familiales, le fond du problème est rigoureusement le même. Si l'on ne devient pas intentionnel dans la gestion de notre environnement social, on passe à côté de l'essence même de nos relations. Si on refuse d'endosser ce rôle d'anticorps face aux petites intrusions du quotidien, la connexion humaine se dissout. C'est ça. Le but de notre démarche, c'est pas du tout de devenir des moines reclus, obsédés par une concentration froide et utilitariste. C'est tout l'inverse en réalité. C'est d'être capable de s'offrir pleinement à l'autre. De garantir que le temps passé ensemble ne soit pas juste une coexistence physique, mais une véritable rencontre intellectuelle et émotionnelle. Et c'est peut-être la conclusion la plus vitale à retenir de toute cette dynamique. Que notre attention a une valeur inestimable, au-delà de la simple productivité. Oui, l'attention n'est pas qu'un outil pour travailler plus vite, c'est notre monnaie d'échange sociale la plus précieuse. L'attention totale et ininterrompue que l'on offre à quelqu'un, c'est la forme la plus pure et la plus rare du respect dans le monde moderne. Certains diraient même que c'est la forme la plus pure de l'amour. Exactement. Et la question qui se pose est vraiment vertigineuse. Si nous ne construisons pas activement ces nouvelles normes culturelles, si nous laissons la contagion de la distraction se propager sans aucune friction dans nos salons et autour de nos tables, vers quel type d'organisation sociale glissons-nous? C'est vrai que c'est effrayant. De nous réunir physiquement, uniquement pour finir profondément seuls ensemble, isolés dans les algorithmes de nos propres esprits. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.